Merci toute l'association de m'avoir proposé de faire ce topo. Là, l'idée, c'était pas forcément de faire un catalogue de la recherche actuelle de Maître Trezel, mais c'était peut-être de la mettre en perspective par rapport à ce qu'on peut en attendre. Moi, je suis à la base médecin, donc mon but quand même si dans les maladies rares, on n'a pas forcément toujours un traitement comme un antibiotique qui permet de guérir. Voilà, on a toujours envie d'aller plus loin et de faire en sorte que les choses aillent mieux pour les familles et les individus. Donc l'idée, c'était de faire, voilà, c'était de présenter les avancées récentes pour le syndrome Maître Trezel et qu'est-ce qu'on peut en attendre, parce que voilà, vous êtes famille et ce que vous souhaitez, j'imagine, comme nous tous, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc la recherche sur Maître Trezel, elle est multidimensionnelle, en fait, elle est sur plusieurs axes. Le premier axe qui est la recherche clinique, c'est ce qu'a présenté Roselyne notamment. On a la chance d'avoir Alicia Campbell qui est ici, qui est aux États-Unis, qui a aussi travaillé sur le Gene Reviews pour reprendre les données cliniques. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et de fondamental parce que c'est comme ça qu'on connaît les choses et c'est comme ça qu'on va avancer. Puis il y a aussi toute une recherche génétique, c'est plus ce que vous a montré Thomas sur comment lire un variant, identifier le variant, l'interpréter et puis dire à la famille, eh ben oui, on a identifié une variation dans Maître Trezel et c'est ça qui cause les difficultés de votre enfant. Et puis après, il y a une recherche cellulaire. Une fois qu'on a identifié la mutation, il faut qu'on sache quelles sont les conséquences et voilà ce dont est responsable cette variation. Et c'est un temps qui est vraiment fondamental pour par la suite essayer d'avancer pour la thérapeutique. Puis après, il y a souvent cette étape qui est très importante, c'est de développer ce qu'on appelle un modèle murin, c'est-à-dire récapituler la maladie dans une souris ou dans un autre animal, parce que ça peut aider de comprendre les phénomènes biologiques qui sont je ne trouve pas le mot en français, qui sont impactés par la mutation. Et l'idée derrière, c'est de trouver une thérapeutique qu'on va pouvoir tester d'abord chez l'animal avant bien sûr de passer à l'être humain. Et puis évidemment, la recherche thérapeutique qui nous amène tous ici. Donc je vais commencer tout d'abord par un peu d'histoire de la maladie. En fait, pourquoi c'est important de faire cette recherche clinique? Parce que ça permet d'améliorer le diagnostic. Parce que jusqu'à récemment, avant que les tests génétiques, je parle pour la France, soient assez globalement accessibles, il y avait beaucoup d'errances diagnostiques. Et puis maintenant, quand on repère les signes cliniques, on propose plus facilement des analyses génétiques qui permettent le diagnostic. Ça permet aussi de mieux repérer les signes et pour permettre une meilleure prise en charge, l'exemple du PNDS et de Gene Reviews. Je vous ai mis une petite frise chronologique pour voir un petit peu comment ça s'inscrit tout ça dans le temps. En fait, le premier article vraiment qui impliquait Maître Trezel en pathologie humaine, c'est 2013. C'est le papier de Reza Assadollahi. Donc 2013, en temps famille, c'était il y a quelques siècles. Par contre, en temps médical et en temps recherche, c'est relativement récent. Puis après, il a fallu attendre quelques années ensuite, parce qu'entre 2013 et 2018, en fait, il y avait quelques patients qui étaient comme ça décrits. 5 patients, 1 patient, 10 patients, etc. Et puis en 2018, avec notre équipe et au niveau français et européen, en fait, on a décrit une trentaine de patients et le fait d'avoir dépassé une sorte de masse de nombre critique de patients, ça a permis de mieux comprendre les signes cliniques et de faire sortir des choses. Et ça avait été très utile après pour l'écriture du PNDS notamment. Puis ensuite, comme je vous disais, ce travail-là a permis de mettre en place le PNDS qui a été coordonné par Roselyne. Et puis en 2025, le travail d'Alicia dans Gene Reviews pour le versant américain et le travail de Roselyne avec Genida. Et je dis le travail de Roselyne, mais c'est le travail des familles parce que c'était vraiment reprendre vraiment toutes ces informations de description des familles pour en faire quelque chose pour la communauté médicale. Et j'en profite parce qu'à Lille, en fait, on essaie de mettre en place et de centraliser une étude pour bien connaître l'histoire naturelle de Maître Trezel. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que
on a des informations assez parcellaires dans les articles, c'est-à-dire qu'on a des photographies à un temps T des individus, mais on n'a pas leur histoire naturelle, c'est-à-dire que depuis la période anténatale, les premiers pas, jusqu'à l'âge adulte, on ne sait pas comment évolue chaque individu. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est de centraliser les informations des consultations médicales pour pouvoir suivre finalement tous les individus maître-ailes, pour pouvoir vraiment avoir plutôt une histoire de la maladie pour mieux comprendre les choses et savoir à quelle étape clé en fait apparaissent les difficultés. Et le but derrière tout ça, c'est que quand un jour peut-être il y aura des choses à essayer, des thérapeutiques à essayer, qu'on sache à quel moment il faut les mettre et qu'est-ce qu'on peut en attendre en fait. Quelles sont les difficultés qu'on va pouvoir lever grâce à une éventuelle thérapeutique, même si encore aujourd'hui ce n'est pas du tout d'actualité. Donc ça, c'était la première partie qui était les tests, l'histoire naturelle de la maladie qui est fondamentale. Maintenant, on essaie aussi d'avancer au niveau de la recherche, au niveau des tests fonctionnels. Et en fait, je vais reprendre un peu ce qu'avait montré Alexis. C'était l'article qu'on avait fait pour essayer de comprendre de façon plus précise l'impact des mutations faux-sens. Thomas vous a parlé tout à l'heure des mutations faux-sens. C'était dans la comparaison, c'était dans le wagon qui était modifié. Ces mutations faux-sens, on ne comprend pas vraiment pourquoi elles ont cet impact-là. Et en fait, de bien comprendre l'impact de ces mutations faux-sens, ça permettra de mieux comprendre la fonction de la protéine maître-aile et peut-être de cibler par la suite d'éventuelles thérapeutiques. Donc je vais passer vite sur cet article parce qu'Alexis l'a détaillé. En fait, on s'était intéressé à certaines variations faux-sens qui étaient décrites dans la littérature. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, chacune avait un effet particulier. Maître-aile, c'était un gène assez fascinant parce que il est complexe en fait. Il se laisse, on peut rarement généraliser tous les cas de figure. C'est-à-dire que même à l'intérieur du gène, chaque mutation faux-sens, finalement, les mutations faux-sens ne vont pas avoir toutes le même effet, mais chacune va avoir un effet différent. Et donc, on s'était rendu compte que, par exemple, pour une de ces mutations faux-sens, qui a été retrouvée chez plusieurs patients, enfin, moins d'une dizaine de patients, mais plusieurs patients, en fait, on s'est rendu compte que quand elle était présente, on se rendait compte qu'elle faisait diminuer le taux de maître-aile. Là, c'est un schéma, en fait, qui vous montre ici... je n'ai pas de pointeur. Est-ce qu'il y a un pointeur, Thomas? Je peux faire Monsieur Météo, sinon... Ah super, merci beaucoup. Donc là, on se rend compte, en fait, ici, en fait, on peut mesurer la quantité dans la cellule, la quantité de maître-aile dans la cellule. Ici, là, on a quantifié dans une cellule où il y avait du maître-aile habituel, on dit normal. Et vous voyez une quantité de 1, fixée à 1. Et quand on veut doser la quantité de maître-aile avec la mutation, on voit que la cellule, elle ne tolère pas la mutation et elle va aller détruire finalement ce maître-aile porteur de la mutation faux-sens. Ce qui fait qu'on aura un pool diminué de maître-aile et c'est ça qui probablement est en lien avec la pathologie. Puis après, on s'est intéressé à une autre variation. Hop. Excusez-moi, je ne suis pas très doué. Ça a bloqué le truc, je pense. Ah, c'est bon. Voilà, on s'est intéressé à une autre protéine, mais une autre mutation faux-sens, mais que vous a présenté Alexis tout à l'heure. C'est celle-ci, en fait, on se rend compte que probablement que la forme de maître-aile, elle est vraiment extrêmement importante. Et en fait, quand on modifie un collier de perles dans la protéine, et finalement, les interactions entre les différents colliers de perles est modifiée et la fonction est abîmée. Et là, c'est la mutation que vous a présentée Alexis tout à l'heure qui faisait en sorte, donc c'est vraiment les travaux d'Alexis, qui a montré que quand la protéine portait cette mutation-là, elle pouvait plus s'intégrer au reste du médiateur complexe. Et puis après, une dernière mutation, finalement, pareil, on s'est rendu compte qu'elle modifiait les interactions entre les différents colliers de perles. Donc finalement, de ce travail-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de l'intégrité de maître-aile qui était fondamentale pour sa fonction, mais que c'était une étude complexe parce que chaque mutation faux-sens, finalement, est différente. Et donc, ça complexifie l'interprétation de ces résultats.
Donc ça, c'était la partie test fonctionnel. Et finalement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup d'autres tests fonctionnels de faire, hein. Je pose la question en direct live à Thomas, mais il n'y a pas tellement de, à part ces travaux-là, il n'y a pas tellement d'études fonctionnelles sur Med13L. Donc il y a encore du travail. Puis après, en fait, pour penser à des solutions thérapeutiques, en fait, il faut créer des modèles de la maladie. Parce que c'est sur des modèles qu'on peut travailler en laboratoire, c'est ce qui est accessible et c'est ce qui va permettre voilà, de tester des choses pour pouvoir proposer des choses par la suite. Et donc, il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus. Med13L, c'est un travail international. Donc, un des premiers travaux pour essayer de modéliser les choses, ça a été un travail fait par des collègues japonais, il y a à peu près 3-4 ans, qui ont modélisé dans un modèle de neurones de souris les mutations, les fameuses mutations faux-sens, dont certaines on a déjà parlé. Et puis cette année, en fait, cet été, coup sur coup, il y a eu 2 modèles de souris, modèles murins, qui ont été publiés et qui vont faire, je pense, avancer pas mal la science. Et on va voir ça en détail juste après. Donc le modèle cellulaire, en fait, les collègues japonais, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont injecté dans des embryons de souris les versions de Med13L mutées avec les fameuses mutations faux-sens. Et puis après, ils sont allés regarder dans les neurones de ces embryons de souris ce qui se passait. Et en fait, ils se sont rendus compte que finalement, ici, c'est le cas où ils ont retiré Med13L et ils se sont rendus compte que la forme des neurones... Alors, excusez-moi. Ça, c'est une image, ce que vous voyez en vert, c'est l'image d'un neurone. En fait, un neurone, on dit que c'est un corps cellulaire, c'est la partie centrale de la cellule. Et puis le rôle du neurone, ça va être de communiquer avec les autres neurones. Donc il va avoir ce qu'on appelle des prolongements, notamment un axone. Et en fait, finalement, l'axone, il doit avoir une certaine longueur. Et c'est ça qui va permettre d'interagir avec les autres neurones et de propager la communication. Donc là, vous avez un neurone de souris classique, avec Med13L qui est fonctionnel. Et quand vous mettez un produit, bref, qui s'appelle le SH Med13L, qui va venir faire en sorte que Med13L n'est plus produit par la cellule, eh ben, on se rend compte que finalement, le neurone il va avoir une forme différente. Vous pouvez voir, finalement, il y a toujours ce corps cellulaire qui est là, il y a toujours ce prolongement, mais on a l'impression que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins ramifié. C'est comme un arbre, finalement, c'est comme s'il y avait moins de branches à cet arbre. Et donc, il y aurait probablement moins de communication entre les neurones. Donc après, il faut faire attention que les modèles, c'est caricatural. On ne peut pas faire directement de lien entre ce qui se passe dans un embryon de souris avec un individu. Mais ça permet de comprendre les choses et de se dire que probablement que Med13L, il va être important pour le développement des neurones et de faire en sorte que les neurones puissent discuter les uns avec les autres. Donc en fait, ils ont fait ce travail, ils l'ont poursuivi et ils sont allés mettre dans les neurones des versions de Med13L avec les fameuses mutations faux sens, et ils se sont rendus compte que chacune, un peu ce qu'on avait vu aussi, chacune allait avoir un effet particulier. Et vous voyez, l'effet est beaucoup moins fort que quand il n'y a plus du tout de Med13L, mais que malgré tout, quand on regarde de façon assez précise, on se rend compte que quand même il y a des différences. Donc là, l'utilité, c'est que si jamais on identifie une drogue ou quelque chose qui pourrait être intéressant pour les patients, on pourra aller tester et voir si justement les neurones qui avaient cette forme-là, avec le traitement, pourraient peut-être se modifier. C'est à ça que ça sert les modèles, et d'identifier des variations par rapport à la normale, c'est qu'on va pouvoir voir des choses qu'on va pouvoir corriger et voir si la thérapeutique est efficace ou pas. Puis ensuite, là très récemment, donc c'était cet été, il y a une équipe chinoise qui en fait a développé un modèle de souris dans lequel en fait ils ont aboli complètement Med13L. C'est-à-dire que c'était des souris pour lesquelles il y avait 0 copie de Med13L fonctionnelle, et ça c'est très différent des patients.
comme vous a expliqué Thomas, en fait, les patients qui vont avoir une mutation dans MED13L, ils vont quand même avoir une copie du gène qui est fonctionnelle et qui fait en sorte que voilà, il y a quand même une copie fonctionnelle. Là, c'est un modèle où il y a 0 copie fonctionnelle, donc c'est vraiment des choses extrêmes finalement. Et à tel point que c'est extrême que les souriceaux, finalement, ils naissent et ils ne vont pas pouvoir survivre très longtemps. Et en fait, ils se sont rendus compte de quoi? C'est que chez les souris qui avaient 0 copie de MED13L, et ben finalement, la croissance cérébrale elle va être atteinte et ça va être des souris qui vont avoir une taille du cerveau qui est plus petite. Et quand ils regardent certaines régions spécifiques du cerveau, qu'on appelle le cortex, et ben ils se rendent compte que finalement, dans le chaos, donc chez les souriceaux qui n'ont aucune copie de MED13L, finalement, la taille du cortex ça va être un petit peu diminuée. Et surtout, ce qui est important dans ce travail-là, c'est qu'ils sont allés voir, justement, par des techniques de génétique spécifiques, quel était le rôle de MED13L, justement, dans le développement cérébral. Et ils se sont rendus compte que MED13L avait vraiment un rôle extrêmement important dans le développement, c'est-à-dire que c'est lui qui va permettre aux cellules progénitrices, c'est-à-dire au moment du développement, que les neurones se multiplient comme il faut et qu'ils prennent la bonne direction qu'il faut et qu'ils se différencient en neurones. Donc vraiment, MED13L semble vraiment être un gène central dans le développement et de faire en sorte que les cellules deviennent des neurones fonctionnels. Donc ça, c'est un peu plus complexe, mais ils se sont rendus compte aussi, ils ont émis des hypothèses, comment MED13L pourrait agir via le complexe médiator dont on vous a parlé depuis le début de l'après-midi, et que finalement, MED13L, il va venir faire en sorte que les gènes s'expriment au bon moment. Parce que pour qu'une cellule prenne la bonne direction de développement, il faut qu'il y ait certains gènes qui s'expriment au bon endroit, au bon moment. Et bien MED13L, il semble être le chef d'orchestre et dire aux gènes de s'exprimer quand il faut, et tout ceci via le médiator complexe. Un autre article qui est sorti beaucoup plus récemment, en fait, ils ont créé une souris qui, elle, a une copie fonctionnelle de MED13L et une copie atteinte avec une variation qui fait que la souris n'a qu'une seule copie fonctionnelle de MED13L, et ce qui semble être au niveau génétique, en tout cas, quelque chose qui ressemble plus aux individus dans le cadre du syndrome MED13L. Et en fait, finalement, ils se sont rendus compte que quand ils regardaient souvent dans ces études-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer la taille des souris, on va regarder au niveau du crâne, s'ils ont un plus grand crâne, un plus petit crâne, etc. Là, ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire les signes présentés par les souris mutées MED13L, ils sont quand même peu marqués. On a l'impression que la souris, elle est moins impactée lorsqu'elle a une mutation de MED13L. Et ça, c'est quelque chose d'assez classique. On sait que pour d'autres gènes, finalement, quand on mute la souris, quand on fait la mutation, la souris, souvent, voilà, elle n'a pas le même phénotype. Mais malgré tout, ils se sont rendus compte que le crâne était de plus petite taille et aussi les souris mutées étaient un peu plus petites. Au niveau du cœur, ils sont allés regarder et il n'y avait pas du tout de modification du rythme cardiaque ni de la fonction cardiaque, ce qu'on mesure par la fraction d'éjection. Il n'y avait pas de modification. Donc finalement, ce modèle-là, en fait, il est assez intéressant, mais peut-être par la suite, parce que si jamais, toujours pareil, si on a des thérapeutiques à tester, on sait qu'il y a une souris qui est là, qui a une mutation de MED13L, et peut-être qu'elle pourrait nous être utile par la suite pour développer des choses. Puis ensuite, il y a le modèle organoïde. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du modèle organoïde. On appelle ça des mini-cerveaux, bien que ça ne soit pas la réalité, ce ne sont pas des mini-cerveaux. Mais en tout cas, c'est des techniques de culture qui permettent de développer du tissu cérébral assez sophistiqué, qui permettent quand même de comprendre pas mal de choses. En France, on a de la chance parce qu'il y a 2 équipes à 200 km qui font des organoïdes cérébraux, avec une équipe amie qui est l'équipe de Leïla, et qui va être brillamment représentée par Johnny, qui va vous faire un topo tout à l'heure. Donc il va vous montrer ses travaux et ses résultats sur les organoïdes MED13L. Et puis moi, depuis que je suis revenu de mon postdoc, j'ai mis en place les organoïdes cérébraux à Lille, et je suis en train de finaliser avec Jérôme, qui va vous parler tout à l'heure,
les travaux sur nos organoïdes cérébraux et qui ressemblent pas mal, les résultats ressemblent pas mal à ce qui a été identifié chez la souris. Donc c'est plutôt rassurant par rapport à tout ça. Puis, donc ça c'était les modèles. Et les modèles, pour comprendre les choses, ces modèles-là, ils sont importants pour comprendre le développement, le rôle de maître Ezel dans le développement notamment du cerveau, mais pas que. Puis après, il y a un autre axe qui a été étudié. Et en fait, ça va être les conséquences, finalement, du syndrome maître Ezel dans la fonction fonction cellulaire. Et il y a cette équipe de Randy Stritch, qui est aussi représentée par Alicia Campbell, dont on a la chance d'avoir la présence ici parmi nous aujourd'hui. Et en fait, cette équipe-là, elle s'est rendue compte que sur des fibroblastes de patients, que finalement, quand on n'a pas maître Ezel, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une anomalie finalement du complexe médiator, et il va y avoir une des sous-unités du médiator qui s'appelle la cycline C, qui va sortir du noyau et qui va aller se promener dans la cellule. Le souci, c'est que quand elle se promène comme ça, quand elle est libérée dans la cellule, c'est qu'elle va aller quelque part s'attaquer à la mitochondrie. Qu'est-ce que c'est que la mitochondrie? En fait, c'est vraiment l'usine énergétique de la cellule. C'est-à-dire que toute l'énergie dont la cellule a besoin, elle est produite dans la mitochondrie. Et donc la mitochondrie, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à la cellule pour se développer, et que finalement, cette équipe-là montre que maître Ezel a eu un effet dont on n'aurait pas pu penser, finalement, d'atteinte des mitochondries. Donc là, il y a un travail c'était le travail précurseur de ce nouveau mécanisme, et Alicia travaille actuellement pour compléter les résultats. Et en effet, c'est un espoir thérapeutique, parce que si on sait faire en sorte que la mitochondrie travaille mieux, donc si jamais que l'atteinte mitochondriale est bien établie chez les patients, finalement on va pouvoir peut-être penser à améliorer la fonction mitochondriale pour améliorer les patients. Donc là, c'est une diapositive qu'a créée Rachel, qui est parmi nous aussi. Donc Rachel, je me suis permis d'utiliser cette diapositive. C'était pour vous montrer le côté international de la recherche maître Ezel, finalement, avec l'association française, mais aussi l'association américaine. Est associé au réseau Combined Brain, qui a pour but justement de faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que la recherche aille dans le bon sens pour les patients. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont impliqués dans la recherche maître Ezel, mais aussi des Japonais, un peu partout, et des Français. Rachel, je me suis permis de rajouter les nouveaux qui n'étaient pas présents en 2023 dans cette diapositive, l'équipe d'Alexis, bien sûr, et l'équipe de Leïla et Johnny. Et puis demain, je pense que vous allez avoir un topo de la Searchlight, qui est une fondation américaine, un peu, ces fondations américaines qui vient du privé, où finalement une personne a donné beaucoup d'argent pour améliorer la recherche dans les troubles du neurodéveloppement. Et un des axes importants de la Searchlight, c'est d'accélérer les connaissances et la recherche, notamment pour maître Ezel, et le développement en fait d'outils pour les chercheurs, notamment cellulaires, pour faire accélérer la recherche. Et puis enfin, ça, j'ai pas beaucoup d'informations, mais je sais que maybe you can tell us more about. It was a rare base in the past. Now it's a Transcripta Bio. Okay. Donc c'est une boîte californienne qui justement, à partir de cellules de patients, va tester une banque de drogues, c'est-à-dire de médicaments, plein de molécules différentes, et d'aller voir justement quel va être l'effet sur l'expression du gène maître Ezel. Et l'idée, c'est quand il y aura quelque chose pour lequel il y aura une augmentation d'expression de maître Ezel importante, qu'on commence à réfléchir à savoir est-ce qu'il y a un intérêt de le tester dans les différents modèles d'abord, et puis après, pourquoi pas le passer en phase clinique dans un deuxième temps. Et tout ça, c'était aussi pas mal avec la fondation américaine. Je sais qu'il y a beaucoup de liens entre les associations européennes
et américaine. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais cette dia, pour finaliser, c'était pour vous montrer en guise de conclusion ce qui s'est passé ces dernières années pour les différents axes de recherche. La clinique, il y a quand même beaucoup d'améliorations. On commence à mieux connaître les symptômes des individus, bien qu'il y ait quand même encore besoin de comprendre ce qui se passe au niveau longitudinal, c'est-à-dire l'histoire de la maladie. On commence un peu plus à comprendre le rôle de maître Hessel dans la cellule, mais surtout la vraie avancée ces derniers temps, ça a été la création de modèles pour vraiment mieux comprendre les choses et avoir des objectifs thérapeutiques par la suite. Je vous remercie de votre attention et puis s'il y a des questions. Merci beaucoup. Moi, je voudrais savoir, Jamal, quel est ou quels sont les axes de recherche maintenant qui vous semblent les plus prioritaires par rapport à tout cet éventail de développement? Nous, en fait, on est très... Après, je parle de moi, hein, mais c'est la création de modèles, en fait, d'études vraiment très pertinents. Jérôme, il va en parler un petit peu après, mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir un outil facile, pas cher, que plusieurs personnes puissent utiliser, sur lequel on va tester des choses, pour voir s'il y a quelque chose qui en sort sur la fonction de maître Hessel. La chose difficile, c'est que vraiment, de comprendre la fonction de maître Hessel, c'est très difficile. C'est vraiment un gène qui se laisse pas approcher facilement. Il a beaucoup de fonctions, il interagit avec beaucoup de protéines, avec beaucoup de monde. Il est en lien avec beaucoup de processus développementaux, en lien avec vraiment de très très nombreux processus. Il contrôle l'expression de vraiment de très nombreux gènes. Et quand on a des mutations, finalement les effets des mutations sont différents. Donc c'est complexe, mais c'est tout. Hein. Il faut se retrousser les manches et travailler. Mais la création de modèles utiles, faciles, ça va permettre aussi d'accélérer les connaissances sur ça. Donc on travaille beaucoup sur ça. Et il y a quand même la piste mito, qui est quand même de la mitochondrie, qui est quand même une belle piste parce que finalement, ça serait un effet... Bon, je ne suis pas là pour vous dire qu'il va y avoir un traitement miracle ou quoi que ce soit, mais si on peut améliorer un petit peu, notamment la fatigabilité ou des choses comme ça, ça peut être quand même dans la qualité de vie. On cherche aussi une amélioration de la qualité de vie, même si bien sûr, on ne guérit pas tous les signes dans un premier temps. Il y a quelques années, il y avait eu un prix Nobel sur le séquençage des gènes avec la technique de ciseaux. Après, je m'y connais très peu. Est-ce que ça peut être une thérapeutique envisagée dans ce syndrome-là Alors c'est vrai que le prix Nobel, dont une était une française, mais qui avait beaucoup travaillé aux États-Unis, mais qui était de nationalité française, mais les CRISPR-Cas9, en effet, les ciseaux moléculaires... Au début, on avait beaucoup pensé que ça pourrait être une thérapeutique, justement, insérer des choses. Le seul souci, c'est que finalement, ces ciseaux moléculaires, ils ne sont pas si précis. Enfin, ils sont précis, mais on a toujours le risque qu'ils aillent couper ailleurs, etc. Et quand on sait qu'il suffit d'avoir une mutation sur 3 milliards de paires de bases, c'est compliqué. Par contre, la vraie utilité, ce qui justifie, je pense, le prix Nobel pour le CRISPR-Cas9, c'est que ça a accéléré d'une manière extraordinaire la compréhension en génétique, parce que les CRISPR-Cas9, comme va vous l'expliquer Jérôme un petit peu après, ça va nous permettre à partir d'une cellule, d'aller insérer une mutation et du coup d'avoir un modèle en laboratoire sur lequel on peut travailler. Et les CRISPR-Cas9, ça a vraiment accéléré les choses, et ça va peut-être permettre de trouver des thérapeutiques et des traitements, pas directement en utilisant le CRISPR-Cas9, mais grâce à la recherche que ça a permis en fait. Aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité de mettre il y a eu une équipe chinoise qui avait fait ça dans l'année. Ils ont été quand même complètement mis au banc de la communauté scientifique parce que c'était pas éthique de l'utiliser aujourd'hui dans les conditions d'aujourd'hui.